c'est un séisme, c'est une claque, cette déclaration de Trump après une rencontre avec le Premier ministre israélien. Regardez. Je ne veux pas faire de l'esprit, je ne veux pas faire le malin, mais la Côte d'Azur du Moyen-Orient, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être vraiment magnifique. On y revient avec nos invités que je salue sur ce plateau. Bonjour Valérie Trierweiler, vous êtes journaliste et vous êtes écrivaine. Bonjour à vous Dominique Seux. Bonjour. Bonjour éditorialiste et chroniqueur aux Échos et à France Inter. Bonjour Pierre Servant, ravi de vous retrouver, éditorialiste géopolitique TF1 LCI. Et bonjour et bienvenue Bruno Pomar, vous êtes président du think tank Initiative Sécurité Intérieure, ancien instructeur du RAID. Je voudrais qu'on regarde, qu'on se prête à un exercice peut-être même un peu difficile. Regardez les images vues du ciel de cette bande de Gaza absolument dévastée. Et maintenant transposer les mots de Trump, de l'ancien magnat de l'immobilier du luxe qui rêve en lieu et place de ces ruines, une côte d'Azur du Moyen-Orient, espérant superviser la reconstruction de cette enclave bombardée. Y a-t-il quelqu'un autour de cette table que ça ne choque pas, les propos de Trump? Non, pas du tout. Ça ne vous choque pas les propos de Trump? Non, parce que c'est du Trump. On est habitué à des déclarations à l'emporte-pièce comme ça, surtout et n'importe quoi. Et on voit bien que là, il est parti pour déjà se mettre en position d'agent immobilier pour reconstruire la bande de Gaza. Enfin, même si on est habitué à des propos de Trump, ceux-là sont particulièrement choquants. Ouais, oui, vous sûrement, imaginez poser votre serviette sur un endroit où il y a eu 50 000 morts? Oui, mais encore une fois, mais il a peur de rien. C'est ce qui fait. C'est même plus de l'ingérence, c'est presque de la colonisation, on pourrait appeler ça. Non, mais on ne sait plus. En fait, on ne sait pas si c'est calculé ou pas. Et c'est ça qui est assez, allez, je vais utiliser le terme, assez flippant. C'est qu'on ne sait pas du tout si c'est organisé dans sa tête ou en fait, il exprime ce qui lui sort par la tête à un moment ou à un autre. On est quand même passé, il y a 3 jours, on parlait, il y a 3 semaines de l'annexion du Groenland. Là, il y a eu en début de semaine, c'était le Canada et le Mexique. On met des droits de douane, on les enlève. Depuis, il y a eu la prise de contrôle de l'administration américaine par Elon Musk. C'est absolument stupéfiant. Ce qui est en train de se passer, peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir, c'est un coup d'État intérieur, réellement, c'est un coup d'État intérieur. Et là, ce matin, tout le monde se réveille, l'Europe se réveille, avec donc une proposition qui est... Ce qui est intéressant, c'est, je ne sais pas si on pourra la voir, la tête de Netanyahou à côté. Oui. À la fois, il est peut-être un peu satisfait parce que ça lui donne un peu de temps à l'intérieur, mais en fait, il est sidéré lui aussi. Oui, Piotr Smolar du Monde parle aussi de sidération, d'un Netanyahou crispé qui finit par réagir en disant oui, il faut regarder ce projet, mais pas forcément très à l'aise avec le sujet. Oui, effectivement, et pour apporter un élément de réponse à la question de Dominique, ça n'est pas une foucade. On a l'habitude avec lui, lors d'une conférence de presse, tout d'un coup, il balance un truc en expliquant, oui, c'est une très bonne idée, j'ai rencontré des tas de personnes qui aiment cette idée. Il l'a dit dans sa conférence de presse, mais il lisait son papier. Et effectivement, dans la conférence de presse, la tête de Netanyahou à côté, qui commence en disant, ah oui, c'est une idée différente, pour pas dire, c'est un truc complètement barge, enfin une idée différente, on va la regarder, alors que Trump, il n'annonce pas quelque chose qu'on va regarder, il annonce une décision, et puis il termine en disant mais ça pourrait être un changement majeur pour la région. Donc je veux dire que, comme ce que vous avez pu dire les uns les autres, dans la gamme des déclarations, je veux dire, où la mâchoire se décroche, alors là, je veux dire, cette nuit, quand j'ai regardé ça, je me suis dit, waouh! Quand même. Alors, ça vient pas, en effet, ça vient pas tout à fait de nulle part. 2 points. Le premier, regardez, Bastien Morassi, que l'on salue, qui avait en tête l'année dernière un clip diffusé sur une plateforme américaine qui s'appelle Hulu, qui vantait les beautés de Gaza dans le Hamas. Ce sont les autorités israéliennes, pourtant tout à fait complètes, qui avaient été à l'origine de cette publicité générée, on le précise, par l'intelligence artificielle. Mais en gros, oui, une campagne pour dire pourquoi ne pas faire de Gaza une station balnéaire. Regardez cet extrait. Come visit beautiful Gaza. Venez visiter la belle Gaza, avec ses plages magnifiques et ses charmantes promenades. Vous pourrez séjourner dans l'un de nos hôtels 5 étoiles et goûter à la meilleure cuisine du Moyen-Orient. Imprégnez-vous de la lumière vibrante de la ville et faites l'expérience d'une culture riche en traditions. C'est là où on parle de la gêne éventuelle de Benyamin Netanyahou, mais Betsabé Salem, qui était à Tel Aviv tout à l'heure, disait qu'il y avait quand même de l'enthousiasme en Israël suite à ses propos, et puis qu'il y a ces clips générés par les autorités israéliennes par le passé, donc ça ne vient pas de nulle part. Non, mais ça ne vient pas de nulle part. Alors, une partie des Israéliens vont se dire, ah ben oui, c'est l'enterrement définitif de la solution à 2 États. Donc on sort de la politique. Et du Hamas. Et du Hamas, bien sûr. En fait, c'est l'aboutissement de ce qui est en train de se passer depuis des semaines. C'est-à-dire,
Les réseaux sociaux ont pris une place absolument considérable dans la campagne, Elon Musk évidemment et d'autres réseaux sociaux, et on voit qu'au fond, on nous projette des images, des fantasmes d'immobilier, de nouveaux territoires. Tout est confondu entre le virtuel et le réel. Il est un peu dans un monde parallèle. Ouais, moi je voyais ça comme quelque chose d'ultra pragmatique. Encore une fois, un promoteur immobilier qui voit des parcelles du monde comme une occasion en or potentiellement de faire un gros business. Il ne précise absolument pas comment il veut arriver à ça. Est-ce qu'il envoie des troupes américaines pour coloniser l'endroit? Comment fait-il? Il ne l'a pas exclu. Il y ait des soldats américains. On sait que jusqu'à maintenant, il n'aime pas envoyer des troupes américaines. Au contraire, il voulait que ça cesse totalement. Mais comment fait-il avec le droit? Comment fait-il avec les 2 millions de Palestiniens? Il veut les envoyer pas en Palestine, en Jordanie et en Égypte. Vous imaginez comme les Égyptiens et les Jordaniens ont envie de les récupérer. Non plus. Donc, et puis le Moyen-Orient, c'est pas les États-Unis, quoi. Quand on sait que le Hezbollah, le Hamas sont toujours présents, et le Hezbollah, je pense sous le contrôle de Pierre, qui connaît bien le sujet, est très restructuré, mine de rien. Il n'est pas anéanti totalement, c'est pas vrai. Hein. On l'a vu quand il y a eu la libération des otages. Hein. On a vu quand même des militaires en uniforme, bien préparés. On peut se dire que le Hezbollah n'a pas disparu, le Hamas. Donc il faudrait bien s'occuper de ça. Pierre Servan. Oui, c'est vraiment... Alors, les conditions, il les a annoncées, c'est la déportation, le déplacement volontaire, parce qu'il explique que les Gazaouis seraient ravis de quitter leur terre. C'est vrai qu'on peut, comme ça, disposer des peuples sans leur volonté, sauf que c'est quand même pas gagné. Et vous savez que... pour aller où et pour faire quoi? Pardon. Alors, ce qui est tragique, c'est que quand Trump dit on va nettoyer, on va déplacer la population, puis après on va nettoyer, donc effectivement, l'Égypte et la Jordanie ont été évoqués, mais dans les cartons de l'administration Trump, il y a une nouvelle idée, ça serait de les déplacer en Indonésie. Alors pourquoi l'Indonésie? C'est un pays de 240 millions d'habitants, c'est le plus grand pays musulman de la Terre, et donc il y a cette idée-là, et cette idée-là, elle elle recoupe les positions des ultras du gouvernement Netanyahou, qui dès le début de la guerre de Gaza, expliquaient qu'il fallait donc virer tous les Palestiniens d'Israël, Israël aux Israéliens de la rivière Jordan jusqu'à la mer. Et certains avaient avancé l'idée de créer des îles artificielles en Méditerranée pour déporter la population gazaoui là-dessus. Donc Trump lui se dit non, ces gens-là vont être ravis d'aller ailleurs parce que ce sont que des décombres. S'il y a des résidus du Hamas, on enverra des troupes, on va faire la guerre, ce qui est contradictoire, Valérie le disait, avec ses options. Et puis il y a un dernier point qui est très important, c'est que tout ça pétarde un objectif majeur de Trump dans la région. C'est là où on voit qu'il joue aux dames et jamais aux échecs. Donc il avance un truc sans se rendre compte de l'arborescence dessus. Son projet majeur, c'est de faire rentrer l'Arabie Saoudite dans les accords d'Abraham, qui ont permis effectivement une réconciliation sous son premier mandat 2020 avec Israël, effectivement, et plusieurs pays, le Bahreïn, le Soudan, les Émirats Arabes Unis, le Maroc. Et sa grande idée, c'est d'amener l'Arabie Saoudite là-dedans. Donc évidemment, il a été interrogé, et il a dit non, mais il n'y a plus de problème, l'Arabie Saoudite ne fait plus de la question palestinienne et de la patrie palestinienne un obstacle, une question sine qua non, avant l'entrée dans les accords d'Abraham. Une heure après, un texte long comme ça de l'Arabie Saoudite expliquant c'est intangible, il faut que la question palestinienne soit respectée, etc. Voilà. Donc tout ça est dingo. C'est dingo, et il se passe un peu la même chose dans le monde économique que je connais mieux en tout cas. C'est au début, il y a 15 jours, 3 semaines, et pendant la période de transition, les acteurs économiques se disaient c'est intéressant ce qui va se passer, il y a peut-être quelque chose à prendre, un peu plus de flexibilité, de souplesse, de déréglementation, etc. Et ces derniers jours, depuis l'aller-retour sur les droits de douane, les milieux économiques se disent mais il est quand même pas très sérieux en fait. Et dans le domaine diplomatique, il est en train de se passer la même chose. Tous les dirigeants internationaux qui se sont réveillés ce matin se sont dit mais au fond, il est dingo ou pas? Oui, mais même aux évidemment, quand c'est la première puissance mondiale, on va pas accuser quelqu'un d'être dingo. Mais regardez ce que nous dit Justine Jankowski depuis les États-Unis, depuis Washington, qui nous dit que c'est un choc là-bas, parce que ne serait-ce que cette question, comment on fait? Quand bien même ce serait sérieux, comment fait-on? Regardez depuis Washington, Justine. Cette déclaration, elle fait l'effet d'une bombe. Donald Trump qui explique qu'une fois qu'il aura repris le contrôle de Gaza, il va transformer la zone en une côte d'Azur du Moyen-Orient, qu'il va créer des milliers d'emplois. Évidemment, ici, tout le monde est sous le choc et tout le monde se pose énormément de questions. Quand et comment les États-Unis vont-ils s'impliquer? Les États-Unis ont-ils d'ailleurs une quelconque autorité sur la bande de Gaza? Et puis surtout, quelle réaction des 2 millions de Palestiniens qui sont, eux,
enfin autorisés à rentrer chez eux. Il y a aussi la question de l'implication militaire. Est-ce que Donald Trump va y envoyer l'armée? Donald Trump qui pendant toute sa campagne a répété que les États-Unis étaient trop impliqués militairement dans des conflits qui sont loin des Américains. Aujourd'hui, il surprend tout le monde, même s'il faut toujours rester prudent avec les déclarations de Donald Trump et voir de quelles actions elles sont suivies dans les prochains jours. Oui, voilà, Justine Jankowski, qu'on remercie avec Alexandra Poupon. Est-ce qu'il en a quelque chose à faire dans le fond du quoi, comment en réalité? Est-ce que l'ambition, c'est pas de créer l'atmosphère de crise permanente, des rafales de déclarations pour créer de l'instabilité? Et je disais en introduction, après, se baisser pour ramasser les miettes de ce qu'il aura créé de ce chaos. Ça s'appelle le carpet bombing. C'est-à-dire, c'est... En anglais, en plus. On assomme l'opinion publique internationale, ou nationale parfois, par des événements qui se succèdent, qui créent de la sidération, et effectivement, à la fin, il regarde, il ramasse les miettes et il se dit, voilà ce que je vais prendre, picorer, garder. Et donc, c'est la sidération. Sauf que quand on est la première puissance mondiale, c'est pas exactement comme ça que les choses doivent il a fait un peu la même chose avec les décrets qu'il a signés dès qu'il est arrivé. Je ne sais pas combien de décrets il a signé. Il continue chaque jour. Oui, mais là Valérie et Pierre. Là, vous parlez de déclaration et vous d'acte, parce que quand un décret est signé, bon, il en reste normalement quelque chose. Peut-être pas grand-chose. Mais là, il n'a que faire du droit international, il n'a que faire de la communauté internationale. Et d'ailleurs, on attend les réactions parce que elles tardent à venir. C'était cette nuit pour nous, mais enfin bon, voilà. Je pense qu'il faudrait réagir. Sur le Groenland, il y a eu des réactions. Non, mais jusqu'où va-t-il aller? Parce que là, on parle vraiment de colonisation. Enfin, et ça peut porter ses fruits, cette stratégie du remue-ménage permanent géopolitique, quasi néo-impérialiste, après Panama, le Groenland, maintenant, hop, ce bout de terre, Gaza, je vais en faire quelque chose. Moi, je pense qu'il est vraiment dans une démesure complète. Il a pratiquement tous les pouvoirs, il a le sentiment d'avoir été sauvé, il l'a dit, par Dieu, pour rendre sa grandeur aux Américains. Alors ça, je peux vous assurer, Poutine dit la même chose. Poutine, le patriarche Kirill, lui dit « tu es l'envoyé de Dieu », etc. Quand vous avez des chefs d'État qui commencent à se dire « j'ai la main de Dieu sur moi, je suis son instrument », qui sont illuminés. C'est une catastrophe totale. Et juste pour rebondir sur ce que disait Dominique sur le carpet bombing, le tapis de bombe, voilà, il faut qui a été utilisé sous la Seconde Guerre mondiale, moi je l'appelle Trump Mr. Gatling. Alors la Gatling, c'est une mitrailleuse avec un canon qui tourne, que vous voyez dans les films de cow-boy. C'est un grand truc, c'est une arme. Mais c'est une arme qui est utilisée aujourd'hui dans les forces spéciales. Je l'ai vu, moi, dans les commandos, dans un hélicoptère où on tirait la Gatling. C'est une arme extrêmement puissante. Et en fait, il fonctionne comme ça. La Gatling, elle n'est pas très précise, mais elle envoie une gerbe de plomb, si vous voulez, qui fait que ça tape une grande surface. Saturation. Et Trump fait pareil. Il balance sa Gatling, ça arrose partout. Il ne se pose pas la question de savoir quel va être le résultat derrière. Je suis d'accord avec Dominique. Après, il va voir le nombre de morts, les effets collatéraux, comment les autres ont bougé, etc. Et dernier point, ma conviction, c'est que Trump est toujours en campagne. Et donc, il s'autorise à continuer à dire n'importe quoi comme il le faisait en campagne. Il faut se rappeler que dans 2 ans, il y a les élections de mi-mandat. Et je pense qu'il est dans cette perspective. Et que donc, le problème, c'est que sur des sujets comme ça, il y a tellement d'implications dans la région que ce sont des déclarations gravissimes. Et le déplacement forcé de population, c'est un crime contre l'humanité. Entre parenthèses, c'est pour ça que Poutine, a été condamné par la Cour pénale internationale. Mais avec un effet au-delà du droit international, tout ça. Oui. Le droit international. Mais pour la comparaison avec la Gatling, effectivement, mais la différence, c'est que la Gatling, c'est très efficace. Est-ce que Trump sera aussi efficace? J'en doute. Écoutez, il y a une question qui se pose quand même, c'est qu'un certain nombre de pays émergents dans le monde vont commencer à se dire, mais au fond, où est le pôle de stabilité? C'est peut-être la Chine, en fait, qui apparaît plus raisonnable. Je ne dis pas la Chine qui se dit résolument rationnelle. Je ne sais pas si vous avez vu en bas de l'écran, c'est passé, ça va revenir. La Chine qui se dit opposée à tout déplacement de population. La réaction, elle a pas tardé du côté chinois. On sait que un certain nombre l'Amérique latine, l'Afrique, pour eux, la Chine est devenue le premier partenaire commercial au monde. Les routes de la soie qui ont plus ou moins marché, plutôt moins bien que... mais au total, il y a beaucoup de commerce. La Chine va apparaître aux yeux d'un certain nombre de pays comme un pays plus prévisible. Or, l'imprévisibilité est ce qu'il y a de pire dans les relations internationales. Alors, je voudrais qu'on ouvre la boîte à archives. Le 6 octobre dernier, déjà, Donald Trump comparait Gaza à Monaco. Quand on parle de la structure intellectuelle, effectivement, ce ne sont pas des déclarations gratuites balancées comme ça au cours d'une réunion. Regardez.
Cela pourrait être le plus bel endroit avec sa météo, l'eau, tout le climat pourrait être magnifique. Cela pourrait être la plus belle chose du Moyen-Orient, le plus bel endroit du monde. Je pense que ça pourrait être encore mieux que Monaco. Alors, on a vu la déclaration de Boris Vallaud du côté du PS ce matin sur France Info qui parle de dérèglement mental en ce qui concerne Trump. Mais là, on regarde dans le rétro, mais il y a quelque chose d'assez structuré malgré tout, non? Sauf erreur de ma part. Où est-ce que vous êtes dans la rhétorique du dérèglement mental? Alors je pense qu'il y a les deux. Moi je me pose des questions depuis longtemps sur vraiment la construction intellectuelle et mentale. Lors du premier mandat, vous aviez des spécialistes de la sémantique, de la sémiologie, etc., qui avaient fait des analyses des discours de Trump sur 10 ans et qui estimaient qu'il y avait une dégradation du vocabulaire et que ça pouvait indiquer, tout ça avec des points d'interrogation, indiquer une problématique de vieillissement mental. Alors ça se voit pas parce qu'il a quand même du tonus, etc. Mais c'est un vrai problème. Mais juste pour revenir sur la continuité du personnage, lors de son premier mandat, son gendre, Jared Kushner, qui était son envoyé spécial pour le Proche et le Moyen-Orient, était déjà revenu de Gaza en disant à son beau-père, papa, papy, je sais pas comment il l'appelle, il y a un business de dingue à faire sur Gaza. J'ai jamais vu une plage aussi extraordinaire. Et effectivement, on a montré tout à l'heure les simulations, mais il y en avait eu d'autres américaines faites mais c'est ce que vous disiez tout à l'heure. En fait, voilà. Le promoteur immobilier qui reprend le dessus là sur le président. Alors, il y a des moments, il oublie qu'il est président. Et alors, il y a le promoteur immobilier, mais il y a aussi un certain nombre d'obsessions qui reviennent. Il y en a, disons, 5. On peut les donner, d'obsessions qui reviennent au fond depuis 10 ans. C'est toujours un peu les mêmes. Alors déjà, on est passé de Monaco à la Riviera, on est descendu un peu en gamme quand même. Pardon pour tous ceux qui adorent la Riviera. Vous allez vous faire des copains. Il y a les deux sont très bien. Première obsession depuis 10 ans, les droits de douane, les voitures allemandes, bien sûr, l'immigration mexicaine, le Groenland, évidemment. Il en parlait déjà en 2019. C'est pas complètement nouveau. Et l'État profond. L'État profond qui lutte, Washington, qui lutte contre ce que veut réellement le peuple américain. Je pense qu'on peut mettre sur les doigts d'une main ces obsessions qui tournent en boucle. Et du coup, comment doit réagir la communauté internationale? J'ai cité la Chine, là, que j'apercevais en bas de l'écran, qui lui rappelait le droit non à tout déplacement de population. Par exemple, nous, la France, l'Europe, est-ce qu'il faut un réveil face à ça, ou au contraire, ne pas entretenir la mécanique? Non, moi je pense qu'il faut quand même rappeler le droit. C'est quand même, il y a des règles qui sont quand même assez simples, qui ont été entérinées. Donc c'est pas très compliqué. Je pense qu'on peut pas le laisser quand même en roue libre là comme il est. Ça a beau être la première démocratie au monde, c'est pas, on peut pas. Moi je pense qu'on peut pas le laisser dire n'importe quoi parce qu'effectivement dans l'esprit de certains ça peut aussi germer. Vous le disiez, en Israël certains se réjouissent. Il faut que chacun récupère sa place, c'est tout. Avant de parler de Volodymyr Zelensky. Oui, d'un mot, en fait, nous sommes ici en position de commentateur, ce qui est tout à fait légitime, et donc on a une liberté de parole très très grande, et donc il est important que tous ceux qui sont dans l'opposition, et les responsables politiques aussi, puissent dénoncer, alors qu'il y a une petite musique trumpienne depuis son élection sur le thème, je le vois parfois sur le plateau avec des personnalités extérieures, non, mais non, c'est pas très grave, si. Et puis qu'elle est au moins, ça bouge. Voilà. Il faut dire que c'est grave. C'est-à-dire que tout ça crée de la dislocation internationale. Et effectivement, la Chine, qui est un régime totalitaire, moi je ne cesse de le dire, apparaît comme un régime assez calme, posé, etc. Donc il faut le faire. Mais du côté des responsables de très haut niveau, les chefs d'État et de gouvernement européens, il faut jouer avec Trump. Et le point de faiblesse de cette affaire, c'est qu'avec cette affaire, il perd l'Arabie Saoudite. Or, il a dit... Je veux que l'Arabie Saoudite investisse 1000 milliards de dollars, je crois, Dominique, aux États-Unis. Entre parenthèses, ça risque de pénaliser la France dans la vente d'avions Rafale à l'Arabie Saoudite, alors que nous étions très avancés, parce que les Américains veulent vendre leur F-35. Et donc, il y a du deal derrière. Donc, en fait, je pense que ceux qui négocient, ou qui vont être en contact avec Trump, il faut jouer avec lui aussi par rapport à ces éléments psychologiques. Alors, et d'ailleurs, on va aborder l'Ukraine. Le président Zelensky, on va en parler dans 2 secondes, à mon avis, a parfaitement compris la psychologie de Trump et joue avec la psychologie de Trump. Il balance sa Gatling, ça arrose partout. Il ne se pose pas la question de savoir quel va être le résultat derrière. Je suis d'accord avec Dominique. Après, il va voir le nombre de morts, les effets collatéraux, comment les autres ont bougé, etc. Et dernier point, ma conviction, c'est que Trump est toujours en campagne. Et donc, il s'autorise à continuer à dire n'importe quoi comme il le faisait en campagne. Il faut se rappeler que dans 2 ans, il y a les élections de mi-mandat. Et je pense qu'il est dans cette perspective et que donc, le problème, c'est que sur des sujets comme ça,
Il y a tellement d'implications dans la région que ce sont des déclarations gravissimes. Et le déplacement forcé de population, c'est un crime contre l'humanité. Entre parenthèses, c'est pour ça que Poutine, a été condamné par la Cour pénale internationale. Mais avec un effet au-delà du droit international, tout ça. Oui. Le droit international. Mais pour la comparaison avec la Gatling, effectivement, mais la différence, c'est que la Gatling, c'est très efficace. Est-ce que Trump sera aussi efficace? J'en doute. Écoutez, il y a une question qui se pose quand même, c'est qu'un certain nombre de pays émergents dans le monde vont commencer à se dire, mais au fond, où est le pôle de stabilité? C'est peut-être la Chine, en fait, qui apparaît plus raisonnable. Je ne dis pas la Chine qui se dit résolument rationnelle. Je ne sais pas si vous avez vu en bas de l'écran, c'est passé, ça va revenir. La Chine qui se dit opposée à tout déplacement de population. La réaction, elle a pas tardé du côté chinois. On sait que un certain nombre l'Amérique latine, l'Afrique, pour eux, la Chine est devenue le premier partenaire commercial au monde. Les routes de la soie qui ont plus ou moins marché, plutôt moins bien que... mais au total, il y a beaucoup de commerce. La Chine va apparaître aux yeux d'un certain nombre de pays comme un pays plus prévisible. Or, l'imprévisibilité est ce qu'il y a de pire dans les relations internationales. Alors, je voudrais qu'on ouvre la boîte à archives. Le 6 octobre dernier, déjà, Donald Trump comparait Gaza à Monaco. Quand on parle de la structure intellectuelle, effectivement, ce ne sont pas des déclarations gratuites balancées comme ça au cours d'une réunion. Regardez. Cela pourrait être le plus bel endroit avec sa météo, l'eau, tout le climat pourrait être magnifique. Cela pourrait être la plus belle chose du Moyen-Orient, le plus bel endroit du monde. Je pense que ça pourrait être encore mieux que Monaco. Alors, on a vu la déclaration de Boris Vallaud du côté du PS ce matin sur France Info qui parle de dérèglement mental en ce qui concerne Trump. Mais là, on regarde dans le rétro, mais il y a quelque chose d'assez structuré malgré tout, non? Sauf erreur de ma part. Où est-ce que vous êtes dans la rhétorique du dérèglement mental? Alors je pense qu'il y a les deux. Moi je me pose des questions depuis longtemps sur vraiment la construction intellectuelle et mentale. Lors du premier mandat, vous aviez des spécialistes de la sémantique, de la sémiologie, etc., qui avaient fait des analyses des discours de Trump sur 10 ans et qui estimaient qu'il y avait une dégradation du vocabulaire et que ça pouvait indiquer, tout ça avec des points d'interrogation, indiquer une problématique de vieillissement mental. Alors ça se voit pas parce qu'il a quand même du tonus, etc. Mais c'est un vrai problème. Mais juste pour revenir sur la continuité du personnage, lors de son premier mandat, son gendre, Jared Kushner, qui était son envoyé spécial pour le Proche et le Moyen-Orient, était déjà revenu de Gaza en disant à son beau-père, papi, je sais pas comment il l'appelle, il y a un business de dingue à faire sur Gaza, j'ai jamais vu une plage aussi extraordinaire, et effectivement on a montré tout à l'heure les simulations, mais il y en avait eu d'autres américaines faites. Mais c'est ce que vous disiez tout à l'heure, en fait, le promoteur immobilier qui reprend le dessus là sur le président. À des moments, il oublie qu'il est président. Et alors il y a le promoteur immobilier, mais il y a aussi un certain nombre d'obsessions qui reviennent, il y en a disons 5. On peut les donner, d'obsessions qui reviennent au fond depuis 10 ans. C'est toujours un peu les mêmes. Alors déjà, on est passé de Monaco à la Riviera, on est descendu un peu en gamme quand même. Pardon pour tous ceux qui adorent la Riviera. Vous faire des copains. Il y a première obsession depuis 10 ans, les droits de douane, les voitures allemandes, bien sûr, l'immigration mexicaine, le Groenland, évidemment. Il en parlait déjà en 2019. C'est pas complètement nouveau. Et l'État profond. L'État profond qui lutte, Washington, qui lutte contre ce que veut réellement le peuple américain. Je pense qu'on peut mettre sur les doigts d'une main ces obsessions qui tournent en boucle. Et du coup, comment doit réagir la communauté internationale? J'ai cité la Chine, là, que j'apercevais en bas de l'écran, qui lui rappelait le droit. Non à tout déplacement de population. Par exemple, nous, la France, l'Europe, est-ce qu'il faut un réveil face à ça, ou au contraire, ne pas entretenir la mécanique? Non, moi je pense qu'il faut quand même rappeler le droit. C'est quand même, il y a des règles qui sont quand même assez simples, qui ont été entérinées. Donc c'est pas très compliqué. Je pense qu'on peut pas le laisser quand même en roue libre là comme il est. Ça a beau être la première démocratie au monde, c'est pas, on peut pas. Moi je pense qu'on peut pas le laisser dire n'importe quoi parce qu'effectivement dans l'esprit de certains ça peut aussi germer. Vous le disiez, en Israël certains se réjouissent. Il faut que chacun récupère sa place, c'est tout. Avant de parler de Volodymyr Zelensky. Oui, d'un mot, en fait, nous sommes ici en position de commentateur, ce qui est tout à fait légitime, et donc on a une liberté de parole très très grande, et donc il est important que tous ceux qui sont en opposition, et les responsables politiques aussi, puissent dénoncer, alors qu'il y a une petite musique trumpienne depuis son élection sur le thème, je le vois parfois sur le plateau avec des personnalités extérieures, non, mais non, c'est pas très grave, si.
Et puis qu'aller au moins, ça bouge. Voilà. Il faut dire que c'est grave. C'est-à-dire que tout ça crée de la dislocation internationale et effectivement la Chine, qui est un régime totalitaire, moi je ne cesse de le dire, apparaît comme un régime assez calme, posé, etc. Donc il faut le faire. Mais du côté des responsables de très haut niveau, les chefs d'État et de gouvernement européens, il faut jouer avec Trump. Et le point de faiblesse de cette affaire, c'est qu'avec cette affaire, il perd l'Arabie Saoudite. Or, il a dit... Je veux que l'Arabie Saoudite investisse 1000 milliards de dollars, je crois, Dominique, aux États-Unis. Entre parenthèses, ça risque de pénaliser la France dans la vente d'avions Rafale à l'Arabie Saoudite, alors que nous étions très avancés, parce que les Américains veulent vendre leur F-35. Et donc, il y a du deal derrière. Donc, en fait, je pense que ceux qui négocient ou qui vont être en contact avec Trump, il faut jouer avec lui aussi par rapport à ces éléments psychologiques. Et d'ailleurs, on va aborder l'Ukraine. Le président Zelensky, on va en parler dans 2 secondes, à mon avis, a parfaitement compris la psychologie de Trump et joue avec la psychologie de Trump.